soir, on va essayer ensemble de parler un petit peu des 4 E dans cette première partie. Et je vais laisser aussi, bien sûr, Christophe raconter l'expérience Marmiton. Donc, si tu veux bien commencer par cette aventure, son parcours, où tu en es aujourd'hui, quels sont les défis marketing qui t'attendent encore? Et ceux qu'on ne connaît pas encore. Et bien sûr, l'inconnu. Alors Marmiton, au départ, c'est l'histoire d'une idée. Parce qu'on était quelques amis à travailler en agence web, donc on faisait des sites pour les autres, et on trouvait que les clients étaient un petit peu frileux. Donc on s'est dit, on va faire un site autour de quelque chose qui nous parle, c'est-à-dire la cuisine. Alors pourquoi ça nous parle? Parce qu'on est gourmand, parce qu'on aime cuisiner, et parce qu'on s'est dit, la cuisine Internet, c'est quelque chose qui peut marcher. Même si à l'époque, quand on a l'idée en 98, c'était pas forcément très... c'était un peu le début, il y avait 2% des foyers connectés, c'était vraiment le début, et on s'est dit, il y a un truc à faire. Et on s'est lancé sur une logique de partage de recettes. Parce qu'on se disait, les gens qui ne se lancent pas en cuisine, qui ne cuisinent pas, c'est parce qu'ils ont peut-être peur de ce qu'ils trouvent comme recettes, qui sont des recettes de Ducasse, de Robuchon, qui mettent 4 heures, pour lesquelles il faut beaucoup de matériel qu'on n'a pas et qu'on a une chance sur 10 de réussir. Et on s'est dit, l'idée c'est de recréer la transmission entre les gens, pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui leur ont transmis le plaisir de cuisiner. Donc on est parti là-dessus et en fait ça a très vite marché parce que tout simplement on créait du lien entre les gens. Au final, on permettait aux gens de retrouver quelque chose pour les aider à cuisiner, et savoir cuisiner c'est aussi se donner les capacités à créer du lien, et le lien quelque part c'est la clé d'émotion. Parce que dès qu'il y a lien, il y a rencontre, et dès qu'il y a rencontre, il y a émotion. Donc ça, on y revient assez rapidement et assez souvent. Et assez rapidement, ça a pris. Donc les gens ont pris des recettes qu'on avait rentrées nous au départ. Et à un moment donné, ils se sont dit, bah, tiens, j'ai pris beaucoup, maintenant je peux peut-être rendre. Je peux peut-être à mon tour contribuer à cette espèce de grand ensemble qui à l'époque n'était pas très grand. Et comme ça, petit à petit, on a commencé à grandir, en termes d'audience, parce qu'en termes de société, donc on a créé la société 2 ans après, parce qu'au départ, on ne savait même pas qu'un jour on créerait une société. Et puis, un jour, il a fallu gagner un peu d'argent pour l'hébergement, donc on a créé la société fin 2000. Et après, on a fait ça, en plus de nos boulots respectifs, pendant assez longtemps, et on s'est jeté à l'eau en fin 2004. Parce qu'il y avait un moment où un métier à plein temps plus un deuxième métier à plein temps, ça fait juste plus de temps du tout en dehors pour faire quoi que ce soit. Donc il fallait bien donner sa chance à la société de marché. Donc on s'est dit, soit on meurt tout de suite d'épuisement, soit on quitte nos boulots et on essaye de faire en sorte que ça marche commercialement. Donc on s'est lancé comme ça. Et ça a marché dans le sens où on a fait un peu x10 ou 11 sur le chiffre d'affaires entre 2004 et 2005. Et après, ça s'est plus trop arrêté. On a intégré le groupe au féminin en 2006 parce qu'on manquait d'expérience et on se disait c'est ce qui va nous donner le plus de chances de survivre et d'apprendre. Parce que pour moi, c'est un peu ça le but de tout ça, c'est d'apprendre et en même temps de continuer à être utile pour tous les gens qui viennent sur notre site. Donc, on s'est développé comme ça jusqu'en... Je le fais très très court, hein, mais si vous avez des questions après, je serai heureux d'y répondre. Mais en tout cas pour cette partie développement de Marmiton, donc, grâce au féminin, on a découvert un certain nombre de choses comme améliorer le référencement, chose sur laquelle on n'était pas très bon avant, comme commercialement être un petit peu plus incisif, un peu meilleur. Et puis on s'est développé jusqu'au jour où on a pu réaliser une chose que nous demandaient nos internautes, c'est-à-dire créer un magazine papier. Le papier, pour des gens qui viennent du web et qui n'ont toujours travaillé que dans le web, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas? Si les gens nous le disent, on se dit qu'il y a une chance que ça soit vrai. Donc on les a écoutés et quelques années après, parce qu'ils nous l'ont dit en 2004, on l'a mis en œuvre en 2010, on a lancé un magazine sans étude de marché en se disant, bah, tiens, on essaye, on verra bien. Et paf, 100 000 ventes. On s'est dit, il y a peut-être un truc. Et maintenant, on est numéro 2 des magazines de cuisine en France. Donc c'est un truc... on n'a pas compris pourquoi ça marchait au départ. Puis avec le temps, on a fini par comprendre. Mais bon, voilà, ça c'était la diversification, le début. Aujourd'hui, ça représente une partie non négligeable du chiffre d'affaires et surtout, ça permet de stabiliser un modèle qui autrement est basé uniquement sur la pub. Et la pub sur Internet, c'est les montagnes russes, donc c'est très très compliqué de s'appuyer là-dessus. Le papier stabilise le web, ça c'est quelque chose d'assez marrant. On a aussi lancé des livres, toujours sur le même principe, dans une logique de réponse aux besoins des internautes. Donc on n'a pas des livres par produit, on a des livres par besoin. Je veux épater mes amis, toutes nos collections sont axées sur cette logique de besoin. Et donc partent, comme toujours, de l'internaute, du consommateur, du client entre guillemets.
Et de la même manière, on a aujourd'hui créé des événements qui s'appellent la Journée Marmiton, qui est un événement qui a lieu une fois par an, depuis maintenant ça fait la 3e année, donc c'est dimanche, il reste encore quelques places, mais demain matin on ferme les inscriptions, donc c'est une journée d'atelier, de travail, de dégustation à l'espace Pierre Cardin, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Et donc pourquoi faire en sorte qu'on se rencontre? Parce qu'encore une fois, la rencontre, c'est l'émotion, c'est le lien. Et moi je crois beaucoup, quand on me demande si on vient souvent me voir avec un projet internet en me demandant mais est-ce que ça a une chance, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, s'il y a une logique de lien derrière, si ça crée quelque chose, si ça permet de créer du lien entre les gens, je pense que ça a beaucoup plus de chances de marcher que si ça ne s'appuie que sur une proposition à l'ancienne qui est un produit ou un service pour des clients sans penser plus loin. Et bon, après je ne suis pas le premier à le dire, lisez l'excellent bouquin de Joël de René, Surfer la vie, qui vous donne une vision prospective, peut-être un peu lointaine, mais extrêmement intéressante sur cette logique de lien, de partage, d'économie collaborative. Et on revient là encore à cette logique des 4 E, parce que l'émotion est vraiment au cœur, l'expérience aussi. Enfin, bon, on est sur cette, on retrouve les 4 E un petit peu à chaque étape de notre histoire, sachant que les 4 E on ne connaissait pas, enfin, je l'ai découvert avec Patrice, mais on s'est rendu compte en parlant un petit peu tous les deux qu'on faisait nous des 4 E sans le savoir depuis le début, donc comme Monsieur Jourdain. Et en fait c'est toujours très très intéressant de trouver une théorie pour venir expliquer la pratique, parce que nous on est très test and learn, on teste plein de choses, c'est notre manière de fonctionner. Parfois ça marche pas du tout, ça fait partie du jeu, mais parfois c'est bien d'avoir des explications pour vraiment comprendre ce qu'on a fait et pour comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça n'a pas marché, et nous guider un petit peu pour la suite. Voilà en quelques mots pour l'histoire de Marmiton. Je voudrais juste préciser donc 2 E dont tu n'as pas encore vraiment parlé, le E de l'exclusivité. Et je pense qu'il est important dans le succès de Marmiton parce que ça voulait dire que chacun pouvait apporter ses recettes et que donc il y avait une dimension lien avec les autres, mais il y avait aussi une dimension mise en avant de chaque internaute sur le site Marmiton. C'est un site ouvert, collaboratif, comme tu l'as expliqué. Mais je pense que cette dimension exclusive, c'est-à-dire la mise en avant de la personne, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui, mais qui au début des années 2000, finalement, est encore assez rare. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Puis le deuxième élément, c'est le E de l'engagement. Alors là, c'est plutôt dans l'idée de l'engagement entre les marmitonautes et Marmiton. Et ça, je pense que c'est caractérisé par plusieurs choses. D'abord, ta passion pour la cuisine. C'est clair, et celle de tous les gens de l'équipe, parce que pour rentrer chez nous, on ne demande rien de spécial sauf le fait d'aimer cuisiner, de savoir cuisiner et d'être curieux. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique notre rencontre, parce que j'aime bien la cuisine aussi, je suis assez passionné. Mais bon, ça c'est anecdotique. Et cet engagement dans la passion, il est aussi l'engagement sur les valeurs. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fort, et on en parle souvent ensemble. Et je voudrais que tu reviennes sur ça, sur le fait que cet alignement entre ta personne, l'entreprise et la communauté Marmiton, il se fait sur les valeurs. Ça, c'est quelque chose qui, tant qu'on ne l'a pas testé, est peut-être un peu compliqué à appréhender. Et en fait, alors que c'est un outil qui est extrêmement utile. Connaître les valeurs de son entreprise. Bon, déjà, quand on crée une boîte, on peut se dire qu'il faut des gens complémentaires, il faut des gens ceci, cela. Le seul prisme que je trouve, moi, important, c'est créer quelque chose avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi. Parce que s'il y en a un qui est d'abord motivé par l'argent, l'autre par la réussite sociale, l'autre par le fait de faire quelque chose d'utile, on va, à un moment donné, les chemins, les visions vont diverger, ça ne va pas marcher. Alors que si on partage les mêmes valeurs au départ, et on a eu la chance au départ de partager exactement les mêmes valeurs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on était potes aussi, en fait ça nous a permis de ne jamais être en désaccord sur fondamentalement ce qu'on voulait faire, les objectifs vers lesquels on allait. Et on a, à un moment donné, un jour on a fait ce travail d'identifier nos valeurs. Donc on a interrogé des internautes, des clients commerciaux, les gens de l'équipe, des amis, pour leur demander, mais Marmiton, c'est quoi comme valeur? Donc on leur a demandé si c'était une couleur, si c'était un personnage de film, un personnage de bande dessinée. On est arrivé avec une espèce de cartographie de valeurs qui nous a permis d'identifier 4 valeurs principales qui sont le plaisir. De toute façon, en cuisine sans plaisir, il n'y a rien. La générosité, parce qu'on est sur une logique de don, et de toute façon, partout, que ce soit sur Internet ou ailleurs, il faut d'abord donner pour ensuite recevoir.
et sur Internet encore plus qu'ailleurs. L'accessibilité. Parce que, notamment, nous, notre positionnement, c'était pas d'être sur le côté un peu élitiste des chefs, c'était d'être sur cette logique de proximité, d'accessibilité et des contenus pour que tout le monde s'y retrouve, quel que soit son niveau. Et enfin, le partage, la convivialité. Parce que la cuisine, en tout cas dans la vision qu'on en a nous, c'est ça. Et on revient encore au lien. Et cette logique de valeur, elle est essentielle, et je connais des marques qui rament parce qu'elles n'ont pas justement identifié clairement les valeurs de leur marque. En fait, ça permet, dès lors qu'on va lancer un projet, de se dire est-ce que ce projet il correspond à ces valeurs ou pas. S'il y correspond à ce moment-là, bon, on peut se lancer sans aucun risque, parce que sinon ça sera trop simple, mais on peut se lancer, ça ne va pas mettre en danger l'image de marque. Et alors qu'une marque, en fait, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est ce qui justement représente le lien, l'imaginaire de la société qui gère cette marque. Donc nous, notre marque, elle est super importante et on ne veut pas prendre le risque de l'abîmer en faisant n'importe quoi. Et pour ça, le prisme, c'est les valeurs. Est-ce que ce projet, est-ce que ce qu'on va faire, est-ce que la marque avec qui on va bosser partage ces valeurs qui sont les nôtres? Donc, ça, c'est un outil qui est extrêmement utile et qu'on utilise tous les jours. Est-ce que cette valeur, finalement, que vous avez partagée dans l'équipe et qui est finalement la rencontre au départ, est-ce que cette valeur-là, est-ce que ces valeurs-là ne créent pas de la valeur finalement pour les internautes? Est-ce que c'est pas la création de valeur pour l'internaute, est-ce qu'elle ne se retrouve pas à travers ces valeurs-là? Ça veut dire qu'est-ce que lui, il prend plaisir, il partage? Qu'est-ce qui fait qu'une marque est attractive? C'est que justement les valeurs qu'elle représente sont déjà claires, sont déjà comprises par les gens et sont attractives. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des valeurs qui sont des valeurs qui parlent au plus grand monde. Dans une période de crise où on a besoin de se faire un peu plaisir, on a besoin de se retrouver et de sortir un peu de l'individualisme et de l'isolement, on a besoin d'un peu de simplicité, d'un petit peu de convivialité, d'un petit peu de bonne humeur, de bien-être. Toutes ces valeurs, en fait, elles sont complètement dans l'air du temps. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de marques qui veulent communiquer avec nous, voire co-communiquer, c'est-à-dire mettre notre logo sur leur pack, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on doit dire souvent non. Tout simplement parce que les valeurs qu'on présente sont des valeurs qui sont bien perçues et qui sont importantes dans le monde d'aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Après, ça peut changer. C'est comme tout, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Donc ça, c'est On reviendra sur cette idée de dire non à certaines choses, parce que je crois que c'est assez important dans la stratégie et dans ta vision du marketing. Ouais, c'est clair. Mais avant ça, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière, au début de Marmiton. Revenons en arrière. Si tu me le permets. Est-ce que c'est pas un challenge à un moment de dire aux gens, partagez vos recettes, publiez-les sur un site internet? Est-ce que au moment où tu le fais, t'es pas finalement le seul à avoir vous êtes l'équipe entière, les seuls à avoir cette intuition que les gens vont accepter de partager des recettes, alors que le modèle jusque-là, c'est les chefs publient des recettes et on les suit, les recettes sont publiées dans un magazine et on suit gentiment la recette, on achète, d'ailleurs on achète encore des livres de recettes. Est-ce que c'est pas le contre-pied de ça finalement? En fait, il y a eu une espèce de choc des cultures à un moment donné, qui était d'abord la culture unidirectionnelle dont tu parles, qui est la culture qui est encore un petit peu en vigueur dans certains médias traditionnels, même s'ils commencent à comprendre et même si c'est très dur de changer, ils changent eux aussi, heureusement. Et la culture du net. Il faut savoir que le web, typiquement, c'était inventé par Tim Berners-Lee au CERN en 92 pour permettre aux chercheurs de partout dans le monde de partager gratuitement leur contenu. Donc le web a été créé sur du partage à la base. Donc l'idée, c'était juste de se dire, puisque ça a été créé pour ça, que ça a été conçu pour ça, autant l'utiliser pour ça sur des sujets qui vont être autres. Et ça s'applique très bien à la cuisine, mais ça s'applique encore à des dizaines de milliers de sujets, et chaque jour on voit sortir des sites et des applications qui utilisent ce principe-là. C'est un magnifique outil de partage, et on est encore qu'au début de tout ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est excitant. C'est ce qui permet de créer du lien aussi. Et c'est ce qui permet de créer du lien. C'est un outil de création de lien, parce qu'effectivement, quand on échange quelque chose, on crée un lien avec quelqu'un. Déjà, quand on donne quelque chose, je ne sais pas si certains ont lu les livres de Mauss sur la sociologie du cadeau. Le cadeau qu'on fait à quelqu'un, pour résumer en 2 mots, 400 pages, si on peut dire, quand on fait un cadeau, c'est pas qu'on offre quelque chose, l'objet n'est pas important, ça veut dire à quelqu'un,
qu'on a envie de créer une relation avec lui. C'est ça que veut dire un cadeau. Chez les papous, que Mo s'est allé étudier il y a un peu plus d'un siècle, mais dans la vie de tous les jours, c'est ça. Quand on offre un café à un collègue le matin, ça ne veut pas dire qu'on a envie qu'il nous rende le café le lendemain matin, même si bon, après la mécanique des je te dois, tu me dois finit parfois par prendre le relais, mais ça veut surtout dire qu'on a envie de partager quelque chose, qu'on a envie de créer une relation avec cette personne. Et ce sont ces relations interpersonnelles qui font que les sociétés marchent, parce que les process sont de plus en plus déplacés partout, dans toutes les sociétés, parce que le monde va de plus en plus vite et les process, on ne va pas aussi vite pour les adapter. Donc il faut du temps d'adaptation, et ce temps il se fait par le fait qu'on se connaisse les uns les autres et qu'on ait des relations les uns avec les autres. C'est pour ça qu'une boîte qui choisit de supprimer la machine à café fait un très mauvais calcul, parce qu'au final, elle enlève un petit peu de la graisse qu'il y a dans la rouage qui lui permettent de fonctionner. Bon, ça c'est... Oui, non, c'est le don contre don, c'est Oui. super intéressant. Est-ce que c'est ça qui expliquerait que les marmitonnautes, finalement, ils sont d'accord pour acheter ce que tu leur proposes? Enfin, à condition que ça corresponde à un besoin, enfin une envie chez eux. Mais par exemple, quand tu dis, on a été surpris par le succès du magazine, mais à force de leur avoir donné tellement pendant des années, est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord pour te rendre à travers l'achat du magazine? De la même façon qu'aujourd'hui, ils seraient d'accord pour acheter, parce que je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, la boutique. Vous avez lancé une boutique d'objets, Marmiton. D'objets Marmiton, c'est principalement les abonnements magazines, mais aussi les livres qu'on a sortis, les livres Marmiton qu'on peut trouver aussi dans les magasins. L'idée, effectivement, on a fait un test il y a quelques années quand on s'est lancé sur le mobile, quand on a créé notre première appli mobile. Le mot d'ordre du groupe, c'était de ne pas sortir d'appli gratuite. Nous, on était très embêtés parce que nous, on est dans la philosophie du gratuit. Et on l'avait sorti à 1,79 € à l'époque sur l'App Store. Et on a quand même eu 100 000 personnes qui l'ont acheté. Donc on était nous, très contents. Ça voulait dire que les gens étaient prêts à investir 1,79 € dans quelque chose qui proposait un service, mais aussi qui correspondait à du contenu qu'ils pouvaient avoir gratuitement via le web mobile, un peu moins pratique, et via le web tout court. Donc ça, c'était les gens ont quand même acheté. Et puis du jour où on nous a dit, ok, maintenant vous faites ce que vous voulez, donc on a remis l'appli gratuite, on a proposé aux gens de les rembourser. Ce qui était un coup de bol, parce qu'au final, non seulement peu de gens nous ont demandé de leur renvoyer un chèque de 1,79 €, il y en a eu quelques dizaines, donc on était bénéficiaires, vu qu'on a gagné quand même plus de 100 000 € dans l'histoire, et en plus on passait pour des gens très très gentils, parce qu'on proposait aux gens de les rembourser, et les gens étaient prêts, je crois, aussi à faire ce don, parce qu'on les avait beaucoup aidés. C'est ça l'idée. Et en même temps, moi je tiens à ce qu'il n'y ait jamais de notion financière avec nos internautes, sauf quand on leur propose des objets. Parce que quand on achète un objet, on achète du papier. Le magazine qu'on fait, il coûte très cher à fabriquer, parce qu'on essaie de faire quelque chose qui soit un petit peu beau, avec du papier recyclé, avec de la matière. Donc les gens sont prêts à l'acheter, mais aussi parce que c'est une expérience qui est différente. Et pareil pour les livres, mais en même temps, au niveau des services, nous, on n'est pas du tout parti pour faire même ne serait-ce que du freemium. Déjà parce que je pense qu'il n'y a pas de marché pour ça aujourd'hui sur la recette de cuisine. Tous les tests qui ont été faits le montrent. Et en plus de ça, c'est pas notre philosophie de faire payer les gens alors qu'eux-mêmes ont participé. Nous Marmiton, c'est avant tout les marmitonautes, c'est avant tout les internautes qui nous ont aidés à nous lancer. Nous, on a été une espèce d'intermédiaire entre tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on essaie de jouer encore mieux ce rôle d'intermédiaire et d'aller plus loin en permettant aux gens de créer encore plus de choses entre eux, de créer encore plus de liens entre les gens et de les aider encore plus à faire des choses les uns avec les autres. Parce que je pense que l'avenir est à ça. Oui, tu vas plus loin, enfin vous allez plus loin, parce que vous offrez encore plus de vous-même. Par exemple, dans les ateliers ou dans les vidéos que vous mettez en ligne. Donc Christophe, c'est aussi Marmitonman sur Twitter. Non, mais c'est intéressant parce que c'est Marmitonman, et Marmitonman, il se met aussi au fourneau. Ah bah oui, il faut. Non, mais ça aussi, c'est de la générosité, c'est du don de soi. En même temps, moi je ne conçois pas le fait de dire aux gens faites ce que je dis, mais moi, pas ce que je fais. Non, le principe chez nous, c'est que déjà tout le monde passe devant la caméra, voire derrière la caméra, histoire de voir comment ça marche. Mais aussi chacun est capable de se mettre au fourneau. Là dimanche, toute une partie de l'équipe va cuisiner, toute la partie, et le reste de l'équipe va soit filmer, soit essayer de résoudre les problèmes et de courir dans tous les sens pour faire en sorte que tout le monde soit content. Et pareil, on essaie aussi, quand
on avait lancé à un moment donné des journées portes ouvertes. Une fois par mois, on invitait à déjeuner une trentaine d'internautes et on cuisinait pour eux. On s'arrangeait pour qu'ils passent un bon moment avec nous. Et c'était un moment d'échange, parce qu'une société comme Marmiton, c'est très facile à piloter dès lors qu'on a du feedback. Et le feedback, on l'a tous les jours à travers des centaines de messages internautes qu'on reçoit par mail, des messages qu'on a sur Facebook, qu'on a sur les réseaux sociaux, tous quels qu'ils soient, mais aussi en voyant les gens, en allant chez les gens. Parce qu'il y a aussi dès 2003 les rencontres Marmiton qui se sont faites, où quelqu'un a dit allez, il y en a marre de parler de cuisine comme ça en virtuel, samedi dans 15 jours, ceux qui veulent, vous venez chez moi, chacun ramène un truc à manger, et c'est comme ça que sont nées les rencontres Marmiton. Donc là on revient encore au lien qui s'est créé un peu malgré nous, parce que nous on n'avait pas prévu ça, on s'est dit c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on y est allé, et puis on a des trucs à manger. Puis, bon, au départ, j'y allais quasiment à chaque fois parce que il y en avait quand même beaucoup, c'était quasiment tous les 15 jours. Donc on en a fait en Belgique, en Suisse, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. C'était super, sauf qu'à un moment donné, bon, on a besoin d'avoir aussi un peu de week-end. Mais c'était une expérience qui était extrêmement intéressante parce qu'on a vu qu'il y avait naturellement cette envie de lien, cette envie de se rencontrer et surtout ce partage de quelque chose entre des gens mais qui n'auraient absolument eu rien à se dire autrement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, parfois c'était dans une super villa immense, parfois c'était dans un appart un tout petit appart dans un HLM, et à chaque fois il y avait des gens de toutes les classes sociales, toutes les origines qui venaient et qui passaient un très bon moment parce qu'on ne parlait que cuisine évidemment. C'était un peu le pas de politique, je pense qu'il valait mieux pas par moment, mais en même temps tout le monde se retrouvait autour de la cuisine et tout le monde passait un bon moment, et la cuisine est un parfait prétexte pour rencontrer les autres et au final peut-être s'ouvrir à d'autres choses, y compris sur d'autres thèmes que la cuisine. Est-ce que la cuisine, c'est pas un moyen de tester l'autre aussi, ou de se tester soi-même? Parce que dans le marketing émotionnel, pour rappeler les principales étapes, donc là on parle de rencontres et de partage qui sont finalement les bornes du parcours. On rencontre des gens pour arriver jusqu'au partage à travers cette générosité, mais entre-temps on est dans le test, on est dans le jeu on va dire, et puis on est aussi dans est-ce que j'aime le résultat du test et est-ce que je vais le préférer pour le partager. Donc est-ce que l'étape du test finalement elle n'est pas essentielle à la fois pour que les gens se rencontrent et partagent ce moment de cuisine, comme tu viens de le dire, mais aussi pour toi, pour savoir ce qu'il faut faire demain, c'est-à-dire comprendre ce que eux attendent, comment ils interagissent avec la marque. Complètement. Nous d'ailleurs, dès lors qu'on sort quelque chose, on essaie de lancer une version bêta. La seule fois où on ne l'a pas fait, on s'est fait démolir par la communauté. Les gens nous sont tombés dessus à bras raccourcis. D'une part parce que ils sont habitués à être impliqués dès le départ et à avoir justement cette espèce de primeur de l'information, de primeur du test des nouvelles fonctionnalités. Et en même temps, ils avaient raison, parce que si on leur avait proposé en accès privé de tester la nouvelle fonctionnalité, on aurait débugué un peu plus vite, un peu mieux, et donc on aurait pas eu la grosse cata qu'on a eue en lançant ça. Ça nous a servi de leçon. Et en même temps, c'est vrai que c'est toujours intéressant, avant même de lancer quelque chose, on demande l'avis de la communauté. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on lance viennent de la communauté, parce que tous les ans on fait une grande enquête les gens mettent 30-35 minutes à répondre, on a quand même entre 10 et 20 000 répondants. On le laisse pendant un mois, histoire que les gens aient le temps, on fait ça en été. Et c'est une matière première absolument fabuleuse pour nous savoir ce qu'on va faire après. Alors, est-ce que c'est aussi ce que tu continues de faire sur tes nouveaux projets, sur tes nouvelles réflexions? Toujours. Comment ça évolue finalement, Marmiton? En fait, est-ce que tu peux parler d'un ou deux projets sur lesquels tu réfléchis en ce moment? Là, on est vraiment... on a toujours... En fait, il y aurait presque un cinquième E qui englobe les autres, qui est l'écoute. Nous, on écoute énormément les internautes. On passe beaucoup de temps à essayer d'écouter et de... c'est pas tiens, j'ai vu, c'est intéressant, puis on laisse ça dans un coin. On essaie d'avoir un repository de toutes les idées et d'en faire quelque chose et de se dire, ben voilà, avant de faire le planning de l'année suivante, on essaie de parcourir. Et typiquement, parmi les projets qu'on a en ce moment, il y a des projets sur les... on part aussi de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut proposer des expériences utilisateurs qui soient meilleures, qui soient plus développées, qui soient plus adaptées. Sur le mobile, par exemple, on a une appli qui est archi leader, mais qui en même temps, pour moi, n'est pas encore assez
mobile, qui n'est pas encore assez fluide, qui n'est pas encore adapté à quand est-ce qu'on utilise son mobile, où est-ce qu'on l'utilise. Et ça, on essaie vraiment d'écouter ce que nous disent les gens pour améliorer cette expérience. De la même manière, beaucoup de gens me disent, bah voilà, j'ai des amis qui sont à l'étranger, ils aimeraient bien faire des recettes, mais bon, déjà, elles ne sont pas traduites, et en plus, c'est pas les bons ingrédients, ils n'ont pas... par quoi je remplace la crème fraîche, est-ce que c'est la double cream, est-ce que c'est la sour cream quand je suis en Angleterre, et donc là, on est en train de... On a trouvé, justement... on va dire une méthode pour gérer ça. On s'est lancé en Italie déjà et on continue l'expansion internationale, lentement mais sûrement, avec des outils pour ça. Parce que on s'est dit, le problème c'est les ingrédients, donc on va le résoudre. On a trouvé une solution pour ça. Mais surtout un point très important, et ça c'est ce que tu disais avec la notion d'exclusivité, on est dans une logique de mieux reconnaître à la fois les besoins de l'internaute et à la fois son identité. C'est-à-dire que l'internaute, lui, il veut être unique, il veut se montrer en tant que la reine de la pizza, c'est un peu classique, mais la reine de la cuisine marocaine, la princesse de la pavlova, l'impératrice des macarons. Enfin, alors, je parle au féminin à chaque fois parce qu'on a quand même une cible. Les 2 tiers des internautes sont des femmes, mais plus de 90% des gens qui participent activement sont des femmes. Parce que les hommes n'osent encore pas trop dire qu'ils sont... alors, les plus jeunes le font facilement, mais bon, passé 35-40 ans, les hommes ont encore un peu de mal à assumer le côté cuisine. Sauf nous, en fait. Oui, sauf nous. Il y a d'autres ici dans le public qui assument leur côté cuisine, peut-être? On a moins de 35 ans. Ah, pardon. Combien la communauté Marmiton, à combien de personnes? Alors la communauté en tant que telle, les gens qui ont... Pour moi, il y a les gens qui ont créé un compte et qui viennent régulièrement. Là, on est entre 800 000 et 1 million pour les gens qui remplissent ces deux conditions. Après, les utilisateurs hardcore qui viennent, pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine, là, on est, on va dire, à 300-400 000. Mais ce qui est déjà pas mal, hein. On considère que c'est déjà bien. Il y a des gens qui viennent tous les jours, donc ça c'est plus bien. Avant qu'on vous laisse poser des questions, même si ça a déjà démarré, merci. Non, mais au contraire, c'est bien, c'est interactif. Je voudrais juste un dernier mot, Christophe, savoir, puisqu'on est dans une maison qui accueille des startups et qui donne naissance à des futurs projets, des futures entreprises innovantes, est-ce qu'il y a encore l'esprit startup chez Marmiton aujourd'hui ? Oui, pour 2 raisons. D'une part, parce que moi je me bats pour garder ça, parce que c'est hyper important. Je pense que c'est important que chacun ait le droit aussi de se lancer, d'avoir ses projets. Et en fait, au sein de Marmiton, il y a des mini-startups qui sont des projets. Et il y a un responsable de ce projet et puis qui va aller prendre des ressources. Moi, je suis une ressource pour certains projets. Par contre, il y a des gens qui vont être des ressources pour d'autres projets. Et en plus de ça, on a la chance d'être dans un groupe qui a compris qu'il ne fallait pas essayer de mutualiser les choses. La mutualisation entre plusieurs entités, c'est la mort des équipes. Marmiton est de plus en plus indépendant. Plus ça va, plus j'arrive à avoir d'indépendance par rapport au groupe. Et tant que ça ira comme ça, je pense que Marmiton ne pourra qu'aller de mieux en mieux, parce que c'est cette indépendance qui fait que ça va mieux. À un moment donné, on était plus sur la route d'une mutualisation, et à ce moment-là, ça a rendu les choses un peu difficiles. Et depuis qu'on a repris ce virage-là, on respire parce qu'on sait pourquoi on bosse, on sait pourquoi on se bat, et on a une grande autonomie, une grande indépendance, en plus d'avoir les moyens. Mais bon, à la limite, tant que ça marche, je pense que ça continuera comme ça. Si un jour ça va moins bien, je pense que ça sera différent, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc on peut peut-être, si vous avez des questions à poser sur Marmiton, sur le Marmiton et le marketing émotionnel. Plus sur la création de marque, comment on fait pour créer une marque à partir du moment où on est alimenté en fait par du contenu? Parce que là, si j'ai compris, en fait, chacun met sa recette, c'est même la communauté qui va donner les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc comment on arrive à créer une marque à partir du moment où on n'a pas vraiment la main sur son contenu et ses évolutions? En fait, il faut revenir un petit peu aux valeurs. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que disent les valeurs? Qu'est-ce que disent les valeurs sur l'expérience? J'aime bien faire le lien entre ça. Les valeurs, elles disent que on doit prendre du plaisir. Donc pour prendre du plaisir, il faut que le contenu soit agréable, que le design soit agréable, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. C'est un truc, je suis un maniaque de l'orthographe, donc on valide même les commentaires, on les corrige avant de les publier.
On l'a fait pour les 550 000 qui sont en ligne aujourd'hui. La convivialité... On a des valeurs où on n'en a pas. Exactement, il faut assumer. Parfois c'est un peu dur, mais il faut assumer. Exactement. La convivialité, ben, c'est aussi la promesse du forum, de l'esprit qu'on essaie de faire passer sur les réseaux sociaux ou sur le site, et lors des événements qu'on crée. L'accessibilité, c'est le principe même du site. On est accessible à tout niveau, y compris les débutants. D'ailleurs, on fait des tutos en vidéo pour les débutants, pour les gens qui ne savent pas faire cuire un œuf. D'ailleurs, ça commence par l'œuf. Et même des gens un peu expérimentés apprennent des choses. Et puis convivialité et générosité, bah oui, on est gratuit. Donc l'idée, c'est vraiment d'interpréter à chaque fois les valeurs pour amener du sens à ce qu'on fait à tous les services. Et en fait, une fois que les gens comprennent assez vite, enfin, en tout cas ils le sentent, même s'ils ne comprennent pas forcément intellectuellement la chose, ils sentent que ce qu'on fait, c'est cohérent avec ces valeurs-là. Et donc, dès lors qu'on le dit, bah, nos valeurs c'est ça, ils disent, ah bah ouais, c'est ça, c'est cohérent. Pour nous, on a un guide, on a un fil rouge, qu'on n'avait pas au début, mais ça s'est fait un peu naturellement au début. Et maintenant, on sait que c'est un fil rouge qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, de nous guider dans tout ce qu'on fait. Et les gens comprennent. D'arriver à faire une sorte de résonance en fait entre la communauté. C'est ça, c'est-à-dire que les valeurs, c'est un guide. Alors après, dans la question, il y a aussi comment est-ce qu'on crée après, il y a des choses plus complexes qui sont comment est-ce qu'on crée une marque lorsqu'on ne sait pas encore ce qu'on va créer et lorsqu'on n'a pas trop d'idées de ces valeurs. Nous, au départ, pour la petite histoire, au départ, on ne s'appelait pas Marmiton, on s'appelait Miam Miam. Mais on a eu un procès alors qu'on n'avait même pas de société. Donc, on a eu... ma question justement, d'où est venu le nom Marmiton? Parce que je trouve que ça a une résonance qui est très agréable. Exactement. Bah, en fait, c'est amusant parce qu'au départ, on s'appelait Miam Miam avec une créa graphique que j'avais faite moi-même qui était juste horrible et un nom que j'avais trouvé comme ça vite fait. Bon, comme au départ, c'était juste un petit truc comme ça. Et en fait, on a eu un procès par quelqu'un qui s'appelait Miam-Miam qui avait un magazine par fax. Donc, et qui a gagné son procès. Et ça remonte un peu. C'est là que. Et en fait, on a dû payer 1 franc symbolique à l'époque. Mais ce monsieur nous a rendu un immense service parce que le nom Miam Miam, il était pas terrible. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai cherché tous les noms de domaines sympas qui existaient et j'ai fait voter. On a fait voter tous nos collègues et amis. Et Marmiton est arrivé très loin devant. Parce que Marmiton, en plus, il y avait ce côté apprentissage, il y avait ce côté humilité. Le Marmiton, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui essaie d'apprendre. Et au bout du compte, ça collait bien avec les valeurs, avec nos valeurs au moment où on a créé et j'espère encore maintenant, au moment où on a créé le projet. Voilà comment ça... L'humilité, on la sent encore aujourd'hui. Enfin, elle reste présente dans la marque. Quoi. Ouais, bah de toute façon... C'est un côté ludique, Marmiton aussi, je trouve, non? Bah, c'est un côté marrant, c'est un côté on se prend pas au sérieux. On essaie d'être... Ouais, c'est ça, exactement. Ah bah, en fait, quand Disney a sorti Ratatouille, ils sont venus me voir, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Pourquoi pas? Et en fait, la marque... chaque jour, on s'est dit, mais tiens, c'est marrant, c'est vrai que ça colle bien à ce qu'on veut faire, ça colle bien à nos valeurs. Et il y a cette logique d'humilité aussi, parce que nous, on n'est pas des chefs, et moi, j'ai jamais voulu embaucher un professionnel de la cuisine. Peut-être d'avoir mis ces valeurs derrière ce nom-là, avec une approche très humble. C'est ça. Et de grossir, par contre, d'une manière exponentielle. Exactement. Bah, ce qui n'est pas toujours évident, parce que moi, j'ai toujours eu qu'une peur, c'est qu'on perde justement nos valeurs, qu'on se perde, nous, en cours de route. Et ça, c'est pas évident. Parfois, on a failli se prendre des formats plus intrusifs à un moment donné parce que les commerciaux poussaient, mais j'ai toujours dit non, même en allant un peu au combat, on va dire. Je me suis toujours battu pour le respect de l'internaute parce que c'était une des clés les plus importantes. Le respect de l'internaute, c'est aussi ce plaisir qu'on trouve dans la navigation sur le site parce qu'on ne se prend pas de formats qui viennent sur le chemin de navigation. Il y a tout un tas de choses qui font que pour rester cohérent avec la marque, il a fallu parfois se battre un petit peu. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui, maintenant qu'on est reconnu et on commence à avoir une bonne assise et une certaine ancienneté. Maintenant, notre seule difficulté, c'est justement, on est un peu un dinosaure du web, donc c'est ne pas se ringardiser. Donc rester dans l'air du temps et continuer à se renouveler en permanence. Sinon, c'est la fin. C'est peut-être ce qui explique les rencontres chaque année pour justement essayer de voir un petit peu comment ça évolue dans la communauté déjà. C'est ça, au sein de la communauté, parce que qui est assez représentatif des gens qui sont des passionnés de cuisine, et en même temps, de manière générale, aussi aller voir ce qui se fait ailleurs, aller voir d'autres services, parce qu'il y a des tas de startups qui se créent autour de la cuisine, autour
de la boisson, même aussi. J'étais au Vinocamp la semaine dernière pour voir un peu les startups dans le monde du vin, enfin, des trucs intéressants. Il y a toujours des trucs intéressants qui sortent, donc c'est à nous de bouger, de rester agile. Comment est-ce qu'on fait pour répondre au succès? C'est-à-dire qu'au début, un internaute qui publiait sa recette du bœuf bourguignon, c'était le premier où alors il y avait 10 recettes de bœuf bourguignon et on pouvait facilement être valorisé, être content parce que sa recette était commentée, appréciée, etc. Maintenant qu'il y a peut-être 4000 ou 5000 recettes de bœuf bourguignon sur le site, comment est-ce que vous traitez justement avec le tri? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'internaute retrouve sa recette quelque part en fait? Il y a deux questions en une. Il y a la question de comment est-ce qu'on gère la masse d'informations, et d'autre part, comment est-ce qu'on fait que les gens qui contribuent à une masse toujours plus grande s'y retrouvent et continuent à être valorisés parce que à se dire ma recette pourrait être visible. Il y a, sur la masse, c'est vraiment de la technique, c'est vraiment avoir un moteur de recherche qui soit toujours meilleur et puis arriver à faire... on a toujours un processus de validation des recettes, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour ne valider à la main que des recettes qui ne soient pas dans la base, sinon on n'aurait que des gâteaux au chocolat. Tout début, les gens ont commencé par tous vouloir rentrer leur gâteau au chocolat parce que c'est le meilleur du monde évidemment. Non, le meilleur du monde c'est celui de ma maman. Ça, mais je l'avais mis au départ. Donc. Ce qui fait que maintenant il est bien noté. Ma maman est très fière. Bon, j'arrête avec ça. Tu mets tes recettes aussi? Ah bah, en fait, au tout début, moi j'ai mis j'ai mis toutes mes recettes et dès lors que j'en trouve des nouvelles, parce que moi c'est terrible, je suis incapable de suivre une recette, il faut toujours que je change des choses. Donc c'est des trucs, bon, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Quand c'est bien, je la rajoute. Et en fait, sur le deuxième point, beaucoup de gens au début nous disaient ouais, moi je veux bien publier mes recettes, mais je veux pas qu'on voit que c'est moi. Il y avait plus un côté peur de la visibilité, peur de la... Et en fait, tous ces gens-là aujourd'hui s'en trouvent très bien. Aujourd'hui, il y a moins de gens proportionnels, il y a un pourcentage de plus en plus faible de gens qui partagent des recettes, mais en même temps, comme le nombre de visiteurs va croissant, ça fait qu'on a, à peu de choses près, toujours le même nombre de recettes partagées tous les jours, toutes les semaines. Ça va très très légèrement croissant quand même, parce que maintenant, on a une visibilité qui est quand même assez importante, mais au final, vu ce qu'on valide, on est toujours à peu près dans les mêmes ratios d'apport tous les jours. Que vous décidez sciemment de ne pas publier certaines recettes. Complètement. Et vous faites savoir à l'internaute que vous avez décidé Au début, on n'osait pas. C'est vrai qu'au tout début, on ne s'était même pas posé la question. On s'était dit, ben voilà, les règles, c'est ça. Si vous les respectez, ça sera publié. Si vous ne les respectez pas, ça ne sera pas publié. Maintenant, on a changé notre manière de faire. Mais ce qui fait que lorsqu'on refuse une recette, on la refuse, mais par contre, on laisse la possibilité à l'internaute de la garder dans son propre carnet privé. C'est-à-dire que les gens peuvent rentrer aussi des recettes privées, c'est-à-dire qu'ils sont pour eux, mais par contre, ils ne pourront jamais partager avec les autres. Ce qui fait notamment que lorsque les gens partagent une recette et qu'elle est refusée parce qu'elle est trop proche d'une autre recette existante, si on nous propose un 10 527e gâteau au chocolat, la personne pourra garder sa recette, mais elle ne sera pas partagée parce que ça n'a pas d'intérêt pour les autres internautes. Comment l'internaute, par rapport à l'émotion, gère à un moment donné le fait que Marmiton puisse lui refuser une recette? Qui est sa recette à lui, qui est très bien. C'est une très très bonne question, parce que on a déjà eu des gens. Ce qui est amusant, c'est toujours très intéressant de lire les messages des gens. Parce que tous les matins, on a le quota de messages que les gens ont envoyés entre la veille et au soir et le matin. Et parfois, il y a des gens, c'est soit non, je veux tout retirer parce que vous m'avez trahi, vous n'avez pas validé ma dernière recette. Alors à ce moment-là, on explique que votre dernière recette c'était ça, il y avait déjà telle autre recette. De toute façon, comme toujours, plus quelqu'un est énervé, c'est-à-dire que plus il est impliqué, il est dans l'émotion, donc il est impliqué. Quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un qui n'a rien à faire, qui veut juste râler pour râler, en général, il n'envoie pas de nuit, il s'embête pas à envoyer un message. Mais quelqu'un qui est très énervé, ça veut dire qu'il est très impliqué. Donc nous, plus il est énervé, plus on lui parle gentiment, plus on essaie de comprendre la raison de son problème. Et en général, ça fait des gens qui sont hyper fidèles après. Une fois qu'on a géré une crise avec eux, c'est comme l'histoire de la fidélisation. Une fois qu'on a géré un problème client et qu'on l'a bien géré, le client est fidèle pendant très longtemps. Pour nous, c'est un peu pareil. Mais donc à chaque fois on explique. Alors parfois ça veut dire qu'on peut passer parfois 1h30 sur un message alors qu'on en a 40 qui attendent, mais c'est vraiment la consigne dans l'équipe. L'important c'est cette qualité de la relation, et si on se plante là-dessus,
ça veut dire qu'on n'est pas bon dans notre cœur de métier, parce que c'est vraiment ça notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est le lien. Donc faire le lien entre les gens, qui partagent et les gens qui utilisent ce qui a été partagé, mais aussi faire le lien entre nous qui sommes les intermédiaires et les gens qui utilisent nos services. Alors bon, je dis pas que c'est toujours simple, parce que mais bon, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. C'est combien de personnes aujourd'hui, Marmiton? Alors, d'après vous, c'est combien de personnes? Personne n'ose dire un chiffre? 6. Alors, Une dizaine à peu près. entre 10 et 50. On est plus proche de 10 que de 50. Aujourd'hui, sur la partie contenu, on est 11. Et sur la partie technique, il y a 4 personnes. Alors après, sur ça, à ça se rajoute l'infrastructure d'eau féminin, sur la comptabilité. Donc il y a l'équivalent, je pense, de 3 personnes d'infrastructure. Donc si on devait ramener ça à un ensemble, on serait peut-être 17. Mais c'est pas énorme vu tout ce qu'on fait. Et en même temps, ça permet aussi d'avoir des relations qui soient bonnes, parce qu'on est tous dans la même pièce. Donc c'est souvent un joyeux bazar. Donc parfois, quand on veut vraiment, là on est en train de finir le hors-série pâtisserie qui sort début avril sur le magazine. Et pour faire les articles, là, moi j'étais obligé de les faire le soir tard à la maison quand ma fille est couchée, parce que c'est le seul moment de calme, parce qu'au bureau c'est très dur d'arriver à se concentrer. Bien. Je suis désolé, on va devoir, parce que Christophe est quelqu'un de très généreux, donc il peut parler pendant toute la soirée. Mais on a une deuxième partie dans la présentation aujourd'hui. Donc ça me permet d'insister sur la 6e étape du parcours, qui est de dire merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Et donc de remercier Christophe, de vous remercier.